Dans cette vidéo, on va aborder non seulement la terminologie des différents termes concernant la mousse, le mouillant, le moussant, l'eau dopée, les additifs, mais également expliquer les processus chimiques et techniques nécessaires à l'utilisation particulière de l'additif de classe A appelé mouillant. Il existe en fait peu de sites où sont regroupées les différentes informations qui nous sont nécessaires à la compréhension de ce qu'est un mouillant, un moussant, un émulseur. La plupart des formations sont assez succinctes là-dessus. Il faut savoir qu'il y a des documents qui existent, qui ont été édités notamment par la Direction de la Sécurité civile, dans lesquels on peut trouver justement les explications des différences entre mouillant, moussant et la manière de les utiliser. Ça a été réalisé par certains officiers du SDIS, des officiers supérieurs qui sont les conseillers techniques ou même les référents en chimie et qui ont fait leur propre thèse dans le cadre de leurs études sur toutes les formes d'émulseurs, des mouillants, des additifs et de la fabrication de la mousse et de son utilisation en opération. Donc si jamais vous voulez creuser un peu plus en avant, je vous conseille d'aller télécharger les documents qui sont parfois assez techniques et assez complexes, mais qu'on peut trouver en téléchargement libre sur Internet. On va commencer donc à faire un point avec les émulseurs. Alors là, c'est vraiment faire un point, ça va être de la révision. L'idée, c'est de redéfinir ce que sont chacun des éléments pour après, au final, pouvoir préciser vraiment ce qu'est le mouillant et en quoi il se différencie de l'émulseur et de son utilisation avec de la mousse classique. Donc nous, pour l'émulseur, l'idée, c'est de créer une solution moussante, donc de l'émulseur mélangé avec de l'eau, avec ensuite un ajout d'air, et avec cet ajout d'air, on va avoir une solution moussante. Donc c'est une solution qui est dite aqueuse, parce qu'elle est en phase liquide, elle contient plusieurs espèces chimiques, dont une majoritairement est de l'eau. Donc dans cette solution, on a l'eau, l'émulseur qui sont brassés, mélangés avant l'ajout d'air, et c'est utilisable sur les feux de classe B, sur les surfaces horizontales, hydrocarbures liquides, mais également tous les liquides polaires avec les solvants, les alcools, les cétones, et il y a certains types d'utilisation qui sont utilisés notamment dans les TMD, puisqu'il y a une partie de la mousse qui, dans ces bulles d'air, va pouvoir absorber certaines matières qui peuvent être toxiques. Donc dans son fonctionnement, l'utilisation de la mousse uniquement sur les feux de classe B ou les produits avec les TMD, on a la suppression de l'apport en oxygène vers le liquide, donc par étouffement, l'arrêt des vapeurs inflammables, le refroidissement par la décantation de l'eau, c'est-à-dire que quand les bulles vont se décomposer, elles vont libérer de l'eau qui va se répandre sur le liquide qui est privé d'oxygène et qui vont le refroidir, et comme je viens de le dire, l'utilisation sur les matières toxiques. Donc sur ce schéma, on voit un peu le récapitulatif dont on a parlé avant, la constitution de la mousse avec un assemblage de bulles, donc à l'intérieur c'est de l'air, mais la paroi des bulles c'est de l'eau, et la cohésion entre les bulles va elle être renforcée par l'émulseur, qui va permettre justement de coller ces bulles, et sur la partie droite, on voit qu'au niveau de l'interface de l'air avec la solution liquide qui est en feu, on voit ces petits bâtonnets qui sont avec des petites boules rouges là, c'est pour montrer en fait que le tapis de mousse, par les propriétés intrinsèques de l'émulseur, vont permettre d'adhérer en pénétrant la surface de la matière inflammable et d'aller se loger juste en dessous, de se mélanger avec les particules à l'interface de l'air et de la solution inflammable, et elles vont coller, s'insérer dedans et coller pour maintenir le tapis de mousse en place jusqu'à sa décantation, qui est la destruction justement de ces bulles par la chaleur, et permettre, dans une de ses propriétés, comme on l'a vu, le refroidissement du liquide. Alors la question de la fameuse eau dopée. Alors il faut savoir que le terme d'eau dopée à la base, donc là vous avez la photo d'un document de chez Leader
qui est le document qui est donné aux formateurs de chez Leader pour tout ce qui est lance, utilisation des adaptateurs polymousse, des lances, etc. Et ils expliquent que là, dans leur document, l'ODOP, c'est l'utilisation de leur lance sans l'adaptateur polymousse. C'est-à-dire que la jonction d'air qui se fait après la solution moussante, donc après le mélange de l'émulseur et de l'eau, eh ben, ne se fait que à la sortie de la lance. C'est-à-dire qu'à la sortie de la lance, on a de l'eau avec de l'émulseur, et il n'y a pas ce brassage d'air qui est fait avec l'adaptateur polymousse, ou les lances à mousse spéciales, hein, les tubes mousse, dans lesquels, à la base de la lance, on a des orifices qui permettent à l'air de rentrer, de se mélanger et de fabriquer des bulles d'une taille qui est en rapport avec le foisonnement et qui vont permettre de réaliser le tapis de mousse. Donc là, on est bien dans cette eau dopée. L'eau dopée, c'est bien un mélange d'eau avec de l'émulseur seul. Il y a plusieurs autres documents, hein. Donc là le document d'Aria, dans lequel l'eau dopée c'est encore de l'eau avec de l'émulseur, et un autre document qui est issu de constructeurs qui mettent en place des dispositifs dans les usines pétrochimiques avec des sprinklers sous eau dopée à la 3F, hein, donc c'est agent formant un film flottant, c'est de l'émulseur, hein. Et donc sort de ces buses qui sont un petit peu comme des sprinklers particuliers qui sont au-dessus des citernes, tout autour des citernes ou même à l'intérieur de certains bâtiments et qui projettent de cette eau dopée. Donc en fait, elle est beaucoup moins, la mousse qui en ressort est beaucoup moins aérienne, elle est beaucoup plus dense, plus compacte. Elle ressemble vraiment à un espèce d'eau de vaisselle où on aurait beaucoup de liquide vaisselle. Donc c'est assez compact, c'est assez lourd, mais ça n'est pas du mouillant et de l'eau. Et le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui, de manière erronée, donnent le nom d'eau dopée pour de l'eau et du mouillant. Mais à la base, quand on regarde dans les documents de formateurs, dans les documents de la sécurité civile, dans les retours d'expérience qui ont été faits sur les accidents de cuve, l'eau dopée est bien considérée en terminologie pure comme de l'eau et de l'émulseur. Cependant, voilà, si jamais vous avez à interagir avec des personnes qui disent voilà, on va faire de l'eau dopée, ce qui est important, c'est de s'assurer que la personne parle bien de la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre un bidon de 20 litres d'émulseur à l'intérieur d'une cuve d'un engin d'incendie, ce qui aurait pour conséquence d'encrasser toute la tuyauterie et à la sortie de la clarinette de la pompe, de boucher tous les refoulements quand l'émulseur aura séché à l'intérieur des buses et à l'intérieur des mécanismes d'ouverture. Donc voilà, c'est l'eau dopée. Si jamais les gens parlent de mouillant, alors oui, on va le voir après, on peut utiliser le mouillant et l'eau, mais on ne parle pas d'eau dopée, on parle d'eau additivée. Voilà, bien faire la distinction. Donc on en vient maintenant au propre de cette explication avec le mouillant, appelé également l'additif, le classe A, additif de classe A. C'est un produit qui est souvent utilisé pour les feux de forêt, il est connu pour les feux de forêt, il est également utilisé, il a été utilisé pour tout ce qui était le noyage ou le refroidissement après feu, mais il faut savoir qu'il y a de très nombreux départements, d'ailleurs tous les départements de la région parisienne, la Grande Couronne et les départements avec une activité opérationnelle incendie importante utilisent le mouillant directement dans les phases d'attaque, ce qui diminue l'utilisation de l'eau, minimise le nombre d'engins qui sont nécessaires à l'extinction primaire, hein, hors de tout ce qui est refroidissement des blés, etc. Et donc c'est vraiment très très efficace et pour la protection des porteurs et pour la rapidité d'extinction. Donc le mouillant, il est vraiment différent de l'émulseur, parce que sa composition chimique, donc son objectif est différent, évidemment, mais sa composition chimique, elle, est foncièrement différente de l'émulseur, et d'ailleurs, il n'est pas utilisé pour les mêmes choses. Le mouillant, on va voir après, il est utilisé uniquement sur les feux de classe A, et pas sur les feux de classe B, ou alors sur les feux de classe B avec certains additifs, mais il a une décantation qui est extrêmement rapide. Il se détruit très vite sur les feux de classe B. Et alors sur les feux de classe B chauds et les feux de liquide polaire, il est relativement inefficace. Donc en fait, le mouillant, c'est un additif qui est donc
additivée à l'eau, on l'appelle solution mouillante, et pas solution moussante, hein, solution mouillante pour le mouillant. Et en fait, son énorme avantage, et la fonction pour laquelle il est créé, c'est de permettre à l'eau de pénétrer à l'intérieur de la matière qui est en feu. Donc, étant donné que la matière qui est en feu, ce sont des objets qui sont de la catégorie A, il va être très efficace sur ces feux-là. Sur les feux de classe B, c'est pas si jamais on a un bidon qui brûle en feu de classe B, un hydrocarbure, la dangerosité ou l'impact du feu est limité par la surface d'échange avec l'air. Alors que là, avec la matière, ce qui va être important, c'est que la matière à l'intérieur à cœur va également, elle aussi, brûler et se consumer. Donc nous, on va avoir cette recherche d'aller mettre de l'eau vraiment au cœur de la matière. Alors dans la construction de ce produit, le mouillant en fait est un tensioactif qui, quand il est mélangé à l'eau, va avoir un impact sur l'eau elle-même, à la différence de l'émulseur, où l'émulseur ajouté à l'eau va créer la bulle, hein, la cohésion entre les bulles, hein, la paroi des bulles est constituée par l'eau et l'émulseur va coller ces bulles, donc il va avoir un impact sur ce que l'eau fabrique, alors que le mouillant va modifier les caractéristiques directement de l'eau. Une fois que le mouillant est à l'intérieur, la propriété de cohésion des molécules d'eau et la tension que l'eau va avoir à sa surface est modifiée. Donc vraiment, hein, à la différence de l'émulseur, les propriétés chimiques et mécaniques qu'on va avoir avec le mouillant sont vraiment très très différentes. Il modifie vraiment la structure et la réaction des molécules d'eau, à la différence de l'émulseur, qui lui ne modifie pas la structure de l'eau, il va, en étant ajouté à l'eau, se servir des caractéristiques de l'eau et d'une goutte d'eau pour pouvoir créer ces espèces de bulles de mousse. Passer une certaine quantité, donc là on a une des parties de Bioex qui nous fournit le mouillant, l'additif de classe A, quand il est utilisé à des concentrations qui sont très importantes, forcément, il va faire comme un tapis de mousse, on va avoir une espèce de mousse, mais voilà, à 2, 3, 4, 5, 6%, on aura cette mousse, mais comme je l'ai dit précédemment, la qualité de la mousse et sa résistance à la réinflammation n'auront rien à voir avec les capacités d'un émulseur A3F ou d'un émulseur non fluoré, parce que les propriétés intrinsèques du produit ne sont pas du tout les mêmes. Le but recherché n'est pas le même. Là, comme on va le voir après, le but c'est de saturer en eau les objets, hein, la saturation hygrométrique, pour éviter la réinflammation ou diminuer leur température. Comme on le voit sur cette image, on voit que sous la surface de l'eau, à l'intérieur de l'eau, les molécules d'eau ne s'entremêlent pas entre elles. Elles exercent une pression à la fois d'attraction les unes aux autres, et une fois qu'elles sont proches, elles ont comme une force de répulsion qui va maintenir chaque goutte à sa place, enfin chaque molécule d'eau, et toutes ces molécules d'eau vont permettre de maintenir le liquide dans un état qui est constant. On voit qu'à l'interface entre la surface et l'air, la résistance entre les gouttes va aller plus vers le bas, vers la gravité, la droite et la gauche, pour maintenir une surface qui est linéaire. Par contre, ça n'exerce pas de force vers le haut. Qu'est-ce que va faire l'eau additivée ? Elle va diminuer cette pression qu'il y a entre les molécules d'eau pour pouvoir s'écarter et, de fait, laisser la place entre les molécules sur lesquelles elles vont venir s'étaler. Cette tension qu'il y a entre ces molécules d'eau, à la fois d'attirance et à la fois de répulsion, va être modifiée par les propriétés de la solution du mouillant. Donc on peut voir sur ces images les tensions qui sont exercées par l'eau et par l'objet. Chaque molécule va renvoyer des forces, ce qui permet à les objets de ne pas s'entremêler les uns avec les autres. Là on voit le trombone
qui flotte sur l'eau. Quand on regarde en détail, ben on voit qu'il flotte, il repose sur l'eau parce que la pression qu'il exerce par son poids et ben arrive à s'équilibrer avec la pression des bulles, la cohésion des molécules d'eau, pas des bulles mais des molécules d'eau qui sont entre elles, qui à la fois s'attirent, se repoussent, comme là, quand la goutte est posée sur un tissu, et ben les propriétés mécaniques de répulsion des molécules, de constitution du tissu et celles de l'eau, et ben s'équilibrent, ce qui fait que là la bulle ne pénètre pas, comme avec cette araignée de mer, hein, qui arrive à tenir de par son poids directement sur l'eau, bah, tout simplement parce que la force qui est exercée par l'eau, la pression, la tension de surface est assez importante pour permettre à l'objet ou à cet animal de ne pas rentrer à l'intérieur et de ne pas écarter les différentes molécules d'eau qui sont soudées entre elles. Ce que va faire le mouillant, c'est que en mettant ne serait-ce qu'une goutte dans un verre de mouillant, eh ben ça ferait tomber immédiatement au fond le trombone qu'on a vu tout à l'heure. Et on va le voir après dans la vidéo avec des petites punaises qui sont posées sur l'eau, tout simplement parce que ça diminue cette espèce de tension superficielle qu'a le liquide, en l'occurrence l'eau, en écartant ces molécules et en permettant l'introduction d'autres molécules. Là, vous allez voir dans la vidéo les punaises, de rentrer à l'intérieur de l'eau. Mais si jamais on cherche la saturation hygrométrique, à l'inverse, si l'objet, lui, ne bouge pas et qu'on vient mettre cette eau additivée dessus, eh ben, elle va, avec ses molécules qui sont très écartées, pouvoir rentrer entre les molécules de la matière et aller vraiment en profondeur. Et c'est ce qu'on appelle là, nous, la saturation hygrométrique. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Cette saturation hygrométrique, quand on va progresser, faire des techniques de lance comme même en phase de progression du painting, quand on va arroser les murs, ou même si jamais on fait du pulsing, eh ben, toutes les gouttes qui vont adhérer aux différentes surfaces, que ça soit le plafond qui est très chaud ou les murs en partie haute, eh ben, on va avoir cette saturation hygrométrique modérée, donc avec très très peu de production de vapeur, qui vont permettre aux porteurs d'avoir des éléments qui risquent peu de s'enflammer ou de pyrolyser. Pour les plus férus de chimie, cette tension superficielle, donc qui permet à un corps, en fonction de son poids éventuellement de flotter sur l'eau, se calcule. Et bon, je vous ferai grâce des calculs dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on voit que l'eau est pas additivée, l'eau est normale, hein, avec le poids et la tension superficielle, ce qu'on appelle le maillage de surface, hein, c'est-à-dire la capacité de l'eau à garder sa propriété de tension. On a vu que les punaises flottaient, et là, avec une seule goutte de mouillant, immédiatement, les punaises tombent au fond du bac. Donc dans ce deuxième test, on va pouvoir observer la saturation hygrométrique. Donc en posant un bout de carton, là, dans cette première partie, sur de l'eau qui est non additivée, on voit que l'eau ne pénètre pas dans le carton, il fait juste que flotter au bout d'une minute, hein, l'eau n'est pas rentrée du tout à l'intérieur. Alors qu'avec de l'eau additivée à 0,3%, on voit que l'eau pénètre dès le départ, dès les premières secondes à l'intérieur de la matière, juste parce que les modifications apportées par le mouillant sur les propriétés de l'eau lui permettent de réaliser sur le carton une saturation hygrométrique. Donc précédemment, on a vu avec les petites épingles que cela permettait de modifier les capacités de l'eau et agissait directement sur les solides, et là on voit que la saturation hygrométrique extrêmement rapide permet à l'eau, à l'inverse, de pénétrer à l'intérieur de la matière. Dans ce troisième test, on va comparer la saturation hygrométrique de l'eau avec de l'additif et la résistance à la réinflammation. Donc on voit d'un côté un chalumeau qui produit une flamme à 600 degrés. Le carton avec de l'eau pure brûle immédiatement, alors qu'on voit qu'il y a un délai malgré la température du chalumeau qui est diffusée sur le support, que le support a des grandes difficultés à se réenflammer. On voit pareil la modification de sa structure.
sur le bout de carton qui va être réchauffé de l'autre côté, on va voir que l'inflammation se produit quasiment immédiatement après qu'il ait été chauffé au chalumeau, hein. On voit c'est pratiquement instantané, alors que sur la matière avec de l'eau additivée, on a une résistance à la réinflammation qui est beaucoup plus importante. Et ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, dans les porteurs en progression pour éviter et la réinflammation des objets qui ont déjà été inflammés et le retard sur les objets qui pyrolysent et qui peuvent faire des bombes thermiques au-dessus des porteurs. Dans ce dernier test, ça on le fait avec un bout de mousse, donc il y a un bout de mousse qui a été trempé d'un côté dans de l'eau normale et d'un autre côté dans l'eau additivée. On voit que c'est comme pour le carton, hein. Là, la partie qui est non traitée avec du mouillant brûle et continue de pyrolyser, alors que la partie traitée au mouillant a du mal à pyrolyser, à s'enflammer, et ça neutralise complètement la pyrolyse et la réinflammation ou l'inflammation grâce au mouillant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous sur l'utilisation du mouillant, en sachant que quand on utilise le mouillant, on l'utilise directement dans la cuve, on ouvre le trou d'homme et on met le mouillant à l'intérieur. Le ratio qui est assez efficace, c'est 0,3%, c'est à savoir 8-10 litres de mouillant dans une cuve de 3000. Le mouillant n'a pas besoin d'être rincé parce que j'ai appelé les scientifiques qui fabriquent le mouillant chez Bioex, hein, ceux qui nous fournissent dans l'Ariège, et ils ont dit qu'il n'y avait aucun risque de corrosion ni pour les tuyauteries ni pour la cuve, en sachant que le mouillant est également hypoallergénique. Et on peut très bien, si jamais on met du mouillant dans la cuve et qu'on a un porteur qui se brûle ou une victime, on peut très bien rincer le porteur ou la personne avec. Il faut savoir que dans les Yvelines, nous, on l'utilise déjà depuis une dizaine, une quinzaine d'années, même en primo-attaque sur le feu d'appartement, feu de cave, feu de voiture. Et c'est arrivé plein de fois d'avoir à refroidir des collègues sur des parties de leur corps ou même des victimes avec le mouillant. Il n'y a vraiment aucun risque pour la peau. Et donc le mouillant en utilisation, il est à utiliser prioritairement sur les feux de classe A. Il faut quand même l'éviter sur les feux de classe B et liquide polaire. Donc sur les feux de classe A, en primo rappel, vraiment sur feu d'appart, feu de parking souterrain, feu de cave, feu de pavillon, enfin tous les feux de structure, d'infrastructure ou superstructure, il a des propriétés qui permettent des extinctions beaucoup plus rapides, ce qui est intéressant chez nous, avec peu de moyens et peu d'engins disponibles. Voilà, pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous donner tous les documents scientifiques et les documents qui sont liés aux entreprises qui m'ont aidé à faire cette vidéo.